Bonsoir. Le premier ministre Justin Trudeau s'est envolé vendredi pour la Floride pour une rencontre d'urgence avec le président élu Donald Trump. Il a été question surtout des mesures de sécurité à la frontière. Que faut-il penser de ce voyage éclair? Nous en discutons avec notre panel de députés. Mauvaise gestion du fonds d'urgence pour les entreprises canadiennes pendant la pandémie. Le gouvernement a nommé une firme indépendante pour administrer le programme sans assurer un suivi. C'est ce que déclare entre autres la vérificatrice générale du Canada dans son plus récent rapport. Nous recevons Mme Hogan. Le Canada devrait-il se doter d'une loi semblable à celle de l'Australie et interdire aux moins de 16 ans l'accès aux réseaux sociaux? Nous posons la question à un spécialiste, Pierre Trudel, professeur au Centre de recherche en droit public. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Catherine Lafrance. Bienvenue à l'essentiel. Le premier ministre Justin Trudeau s'est envolé vendredi vers la Floride pour rencontrer le président élu Donald Trump chez lui. Il était accompagné de la chef de cabinet Katie Telford, du ministre de la Sécurité publique Dominique Leblanc et de l'ambassadrice Christian Hillman. Une absence remarquée toutefois, celle de la ministre des Finances, Chrystia Freeland. Il a été surtout question au cours de cette rencontre de la sécurité à la frontière. Donald Trump menace d'imposer des tarifs douaniers de 25 % sur les produits canadiens si la frontière n'est pas mieux surveillée. Que penser de la stratégie du gouvernement dans ce dossier? Nous nous entretenons avec un panel de députés, le libéral Stéphane Lauzon, le conservateur Pierre Paulus, le bloquiste Mario Simard et pour le NPD, Alexandre Boulris. Alors, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, première question à vous, Monsieur Lauzon. Est-ce que c'était une rencontre qui était organisée par Donald Trump ou par M. Trudeau? C'est une rencontre qui vient de la première fois qu'ils se sont parlé au téléphone, c'est-à-dire M. Trudeau avait eu l'occasion de parler à M. Trump après son élection, et puis l'invitation fut, et M. Trudeau a répondu à l'appel. Bon. Alors, est-ce qu'on doit promettre aux Américains, maintenant, à ce stade-ci, alors que Donald Trump n'est même pas encore assermenté, de mieux surveiller la frontière? Est-ce que ça va vraiment empêcher l'imposition de frais de douane? Je suis encore avec vous, M. Lauzon. Oui, vous savez, il faut comprendre que l'équipe Canada sont sur le terrain depuis plusieurs mois pour travailler déjà, autant avec les deux gouvernements, Biden et le futur gouvernement Trump, sur les tarifs douaniers, la sécurité nationale, tous les enjeux qui concernent les deux pays. Les deux pays doivent travailler ensemble. Ce sont deux amis qui sont bons pour l'économie, autant pour les Canadiens que les Américains. Et les douanes doivent être protégées comme qu'il se soit. Et c'est des discussions qu'ils ont eues, le premier ministre, avec Trump. Alexandre Boulris, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien, vous savez, je pense que c'est important d'avoir une frontière qui est sécuritaire, qui a les moyens puis les ressources également de faire la surveillance qui est nécessaire. Malheureusement, on subit encore les coupures du gouvernement conservateur de Stephen Harper, qui avait coupé 1100 postes d'agents frontaliers qui n'ont pas tous, vraiment pas tous, été remis par les libéraux. Alors nous, on demande qu'on remette tous ces postes-là d'agents frontaliers pour qu'au moins on revienne à la situation de 2012. Parce qu'on a laissé aller un petit peu dans les dernières années. Parler aux Américains, c'est une bonne chose. Protéger notre frontière, c'est une bonne chose aussi. Mais les conservateurs aujourd'hui qui disent que c'est épouvantable parce que la frontière n'est pas protégée, c'est en bonne partie de leur faute puis leur coupure. Alors, M. Paulus, droit de réplique là-dessus, est-ce qu'effectivement, il faut injecter davantage à ce moment-ci dans la surveillance de la frontière? Absolument. Puis lorsqu'on me parle des coupures du passé, il faut se rappeler qu'il n'y avait pas de problème avec la frontière canadienne. Il n'y avait pas un premier ministre qui avait demandé aux gens de venir ici puis de s'en venir de façon illégale pendant des années. Il ne faut pas oublier qu'il y a 260 000 personnes actuellement que leurs dossiers de demande d'asile ne sont pas traités sur le territoire canadien. Ça n'arrivait pas dans le temps de Stephen Harper en passant. Pour le reste, oui, il faut investir davantage, évidemment, parce que là, on a une situation à régler. Ça fait 9 ans qu'on demande au gouvernement, et surtout suite à l'arrivée des demandeurs d'asile, à tout l'ensemble du dossier de l'immigration, il y a un problème majeur. Les problèmes avec la drogue, le fentanyl, qui arrive surtout par la Colombie-Britannique, ça va vers les États-Unis, c'est dramatique. Donc, il faut investir davantage. Et c'est pour ça que M. Poilievre a suggéré en fin de semaine de prendre les fonds qui ont été prévus justement pour la coupure de TPS ridicule de 2 mois et le 250 $ à des personnes qui gagnent 150 000 et moins, et de prendre cet argent-là pour investir sur la frontière. Bon, Mario Simard, j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce qu'on peut penser qu'il n'y avait pas de problème à la frontière auparavant?
Oh, l'improvisation des libéraux sur la question de la gestion des frontières, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Vous avez qu'à vous rappeler toute la saga autour du chemin Roxham. Et puis, le problème, c'est que plusieurs de ces partis-là interprètent la relation avec les frontières en lien étroit avec l'immigration, ce qui fait en sorte qu'on a perdu beaucoup de temps à ne pas se poser des questions sur la gestion de nos frontières. Le Bloc québécois a abordé ça rapidement. C'est nous qui avons demandé qu'on ferme le chemin Roxham et c'est nous qui demandons depuis un certain temps qu'il y ait un plan pour la sécurité à la frontière. Ça ne semble pas être une priorité pour les libéraux et les conservateurs semblent se réveiller maintenant avec cette problématique-là. Je comprends le lien qu'essaie de faire M. Trump avec la gestion des frontières, mais je pense que la question des tarifs douaniers dépasse largement la simple sécurité des frontières. Bon. Vous parlez de la frontière, vous parlez du chemin Roxham, mais le chemin Roxham, c'était très souvent des immigrants illégaux qui entraient au Canada, beaucoup moins qui allaient dans l'autre sens. Est-ce que le Canada doit vraiment, à cause de cette menace de M. Trump, de Donald Trump, est-ce que le Canada doit vraiment changer complètement ses façons de faire à la frontière, alors que ça appartient quand même aux Américains de surveiller ce qui entre chez eux, non? Non, il y a un travail à faire dans les deux sens. Mais ce que nous a démontré le chemin Roxham, c'est que notre frontière était poreuse et puis que c'était facile d'entrer et de sortir au Canada. Donc, une fois cette démonstration-là qui a été faite, Roxham, je vous rappellerai que c'était une manufacture à misère et c'était un terrain de jeu pour les passeurs qui profitaient de la naïveté de nombreux immigrants. On peut concevoir qu'il y a d'autres types de problématiques qui sont liées au fait qu'on n'a pas suffisamment d'agents, on n'a pas suffisamment de gens dédiés à la protection de nos frontières. Et cette discussion-là, je vous dirais, on l'a depuis plus de 2 ans. Moi, je vois, pendant la période des questions, beaucoup d'interventions venant de la part de certains collègues. Et malheureusement, le gouvernement semble faire la sourde oreille. J'attends encore de voir c'est quoi le plan. J'ai hâte d'entendre M. Leblanc sur son plan pour la gestion des frontières. Bon, mais pour... faire un rectificatif, Mme Lafrance? Oui. Si possible. Mon collègue du Bloc québécois mentionne que le Bloc demandait de fermer le chemin Roxham. Mais ce qu'il oublie de mentionner, c'est que le Bloc et le NPD demandaient que les demandeurs d'asile passent par les postes frontières officiels, alors que chez les conservateurs, on a demandé ce qui s'est passé. C'est une fermeture du chemin Roxham sans possibilité de faire de demande d'asile au poste officiel. C'est très différent. Alors voilà pour votre droit. C'est que le gouvernement canadien, c'est lui qui a investi. En ce moment, on investit dans les douanes, on investit dans la technologie aussi. On a amélioré le sort des douanes en augmentant le nombre d'employés, en augmentant la technologie aussi pour intercepter. On a une baisse considérable au moment où on se parle aussi, même dans les vols de voitures au Québec et au Canada. Et ça, c'est grâce aux interventions qu'on a faites avec les douanes et en collaboration avec la sécurité publique. Bon, messieurs, vous allez tous pouvoir parler, mais juste pas en même temps. Alors, Monsieur Lauzon, je vous relance quand même. Est-ce que notre passoire, notre frontière, comme disait M. Simard, est une passoire? Est-ce qu'elle est poreuse? Et si oui, bien, qu'est-ce qu'on a fait dans les dernières années? Ce qu'on a fait, ce que les Canadiens ont sur le cœur. Nous sommes un pays d'accueil, un pays qui travaille avec les autres pays, un pays qui a des lois en place, un pays tiers sûr, qui fait en sorte qu'il y a des réglementations qui sont faites pour recevoir ces gens-là qui ont quitté leur pays. Et puis, nous, on a mis en place un système avec lequel, là, on a pris des mesures pour baisser le nombre d'immigrations. On a répondu aux besoins avec la crise du logement, on écoutait aussi nos experts, nos statistiques qui nous disent avec lesquelles on doit répondre. Et aujourd'hui, on répond avec la réduction des personnes qui viennent immigrer au Canada. Bon. Monsieur Boulris, il y a beaucoup de choses dont on a parlé à la suite de cette rencontre-là en Floride. Je vais vous demander de parler assez fort pour qu'on vous entende bien. Il y a du bruit derrière vous. Est-ce qu'on doit, par exemple, utiliser nos ressources? Je pense à l'utilisation de drones, par exemple, parce qu'il a été question de ça. Est-ce qu'on doit utiliser nos drones, nos différentes ressources, pour la surveillance de la frontière? Bien, premièrement, j'ai juste un petit rectificatif aussi, M. Paulus, là, qui dit qu'on ne devrait pas permettre aux demandeurs d'asile de faire des demandes dans les postes réguliers de la douane. C'est juste illégal. Là. On est signataire de la Convention internationale sur les droits des réfugiés. Quand même, à prendre ça en considération, il faut traiter le monde comme il faut aussi, dans les procédures puis dans les règles.
Est-ce qu'on doit améliorer nos techniques? Bien sûr. Est-ce qu'on doit utiliser une nouvelle technologie? Bien sûr. Vous avez posé une question intéressante tantôt. C'est la responsabilité des Américains de protéger leurs propres frontières dans le sens nord-sud. Je pense que M. Trump, tout ce qu'il a fait, c'est beaucoup de populisme pendant sa campagne électorale. Puis il utilise ça comme chantage avec la menace des tarifs à côté. Il faut être conscient que c'est ça le jeu qu'il fait en ce moment avec l'économie canadienne puis avec nos emplois. Mais il y a aussi des améliorations à faire sur notre frontière, puis notamment sur le trafic d'armes. Trafic d'armes qui, malheureusement, se retrouve dans Rosemont ou dans Montréal, puis on a vu une augmentation de la violence avec des armes de poing illégales dans les dernières années. Alors ça, c'est quelque chose, les libéraux, on n'a pas fait assez. Il faut s'améliorer là-dessus. C'est vraiment la sécurité de nos communautés qui en dépend. Bon. Alors, j'aimerais, il nous reste encore un peu de temps, vous poser à tous et à chacun la même question. Et si vous pouviez me répondre précisément, ça serait vraiment apprécié. Qu'est-ce que votre parti ferait dans cette situation-là? Commençons par vous, M. Paulus. Qu'est-ce que les conservateurs précisément feraient demain matin s'ils avaient à gérer cette situation? Bien, je vous invite à réécouter la conférence de presse de Pierre Poilievre de dimanche dernier, de hier finalement, qui a donné une série d'éléments dont il proposait comme plan et il a demandé au premier ministre de prendre ses propositions et de le faire. Donc, c'est ce qu'on demande dans les différentes propositions qui sont précises, de renforcer la frontière, d'avoir une collaboration avec les services de police provinciaux afin de permettre aux policiers de patrouiller la frontière, d'avoir plus de ressources pour ça, d'avoir des systèmes effectivement de drones, rajouter des tours ce qu'on a besoin. Les systèmes technologiques ont évolué aujourd'hui. On doit être en mesure d'augmenter. Effectivement, c'est une longue frontière, c'est pas évident. C'est la plus longue au monde. C'est la plus longue au monde, mais il y a des systèmes technologiques qu'on n'avait pas à l'époque qui sont disponibles aujourd'hui. Les Américains le font de leur côté. Il n'y a pas de raison que de notre côté, on ne puisse pas avoir nos propres systèmes. Donc, il faut vraiment investir là, comme j'ai dit tantôt. Coupons les chèques de 250 $ puis investissons sur notre frontière. Monsieur Simard, qu'est-ce que votre parti ferait? Est-ce qu'il remettrait cette responsabilité entre les mains des provinces, par exemple? Je crois que M. Legault aimerait bien. Il est déjà bien parti. Mais il faut peut-être cesser l'amalgame vaseux à partir du moment où on dit qu'il faut resserrer la sécurité aux frontières. On a entendu plusieurs partis nous dire que c'était parce qu'on était contre l'immigration. Donc, il faut peut-être passer à autre chose et cesser cet amalgame vaseux. Maintenant, ça prend plus d'effectifs. Je crois que les gens de l'agence frontalière, c'est ce qu'ils indiquent, qui sont débordés. Donc, plus d'effectifs, cesser les amalgames vaseux et puis peut-être être beaucoup plus proactif que ce qu'on a vu de la part du gouvernement maintenant. Ce serait déjà un bon départ. Monsieur Boulris, la solution en quelques mots. Bien, je vous dirais deux choses, Mme Lafrance. Premièrement, il faut réembaucher ces gens-là à la frontière. Hein. Les coupures conservatrices font encore mal. Alors, il faut réembaucher des agents des services frontaliers, première chose. La deuxième chose, c'est sur les retombées potentiellement économiques de ces tarifs-là qui seraient désastreux. Il faut avoir une cellule de crise. C'est ce que Jack Meeting a proposé, une cellule de crise avec les provinces, mais également avec les représentants des entreprises puis les représentants des travailleurs et des travailleuses avec les syndicats autour de la table pour que tout le monde voit à qui on doit parler aux États-Unis pour que ça ait le moins d'impact sur les chaînes d'approvisionnement, sur certains secteurs comme l'automobile ou le secteur aéronautique aussi. Monsieur Lauzon, le mot de la fin, on comprend qu'il y a beaucoup de discussions en ce moment, mais quel est le plan? Bien, le plan, c'est la collaboration. Déjà, notre premier ministre a rencontré tous les premiers ministres des provinces et territoires. On a travaillé sur un plan qui est sur les investissements, la paix, le commerce et la sécurité. Et il n'y a pas un premier ministre qui est plus expérimenté au Canada qui pourrait l'être pour négocier avec Trump. Il y a déjà l'expérience, et déjà l'équipe Canada est en place et nous avons tous les atouts pour faire une bonne collaboration avec les États-Unis pour faire avancer la sécurité au Canada. Merci, monsieur, d'avoir pris la peine de répondre à nos questions. Merci beaucoup. La vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, a remis son rapport annuel aujourd'hui, ses rapports en fait, puisqu'il y en a plus qu'un. Elle s'est attardée à la mise en place de la vérification de l'identité en ligne pour les services offerts aux citoyens et le programme d'urgence de prêt pendant la pandémie. Le programme a été mal géré à bien des égards, dit-elle, et il reste toujours plus de 8 milliards de dollars qui n'ont pas encore été remboursés par les entreprises qui avaient bénéficié de ce programme. Alors, nous recevons en studio la vérificatrice générale. Bonjour, Mme Hogan. Bonjour. D'abord, vous dites que tous les prêts donc liés à ce programme mis en place pendant la pandémie ont été mal gérés, que le ministère des Finances, mais également Affaires mondiales Canada, n'avaient pas bien surveillé le fameux programme du compte d'urgence pour les entreprises. Pourquoi?
Alors, je pense que c'est important de distinguer que les prêts ont été émis à des entreprises avec très peu de délai. 29 milliards de dollars qui ont été émis à environ 900 000 entreprises dans moins qu'un mois. La plupart les ont reçus dans moins qu'un mois, qui est vraiment un bon résultat. Mais c'était la gestion du programme par Exportation et Développement Canada qui me préoccupe. Des contrôles de base que je m'aurais attendu dans la gestion de contrats qui n'étaient pas mis en place. Par exemple? Par exemple, il y avait ils ont pas toujours, se sont pas toujours assurés qu'il y avait les pièces justificatives pour appuyer des factures. Ils ont payé des montants sans remettre en cause ce qui a été chargé. Mais plus fondamental, c'est qu'ils ont donné trop de contrôle à un fournisseur, Accenture, pour gérer le programme. Le fournisseur a établi des fois des termes et conditions dans les contrats et a établi l'étendue et les prix. Puis cette sorte de travail par un fournisseur ne devrait pas se produire. Ça échappe au contrôle du gouvernement. C'est ça, en effet. Puis je m'attendrais que les contrats soient émis après le début de la pandémie d'une façon concurrentielle. Mais EDC s'est vraiment fié sur des contrats non concurrentiels encore en 2024 pour émettre un autre contrat d'une façon non concurrentielle. Et le gouvernement devrait mieux faire pour démontrer qu'il dépense l'argent des contribuables avec un souci à une bonne reddition de compte. Bon, justement, puisque vous parlez de reddition de compte, vous dites qu'il y a à peu près 83 % des sommes alloués qui ont été remboursés par ces entreprises-là. Il reste 8,5 milliards à rembourser. En fait, est-ce que le recouvrement est efficace? Alors, on a trouvé que les plans que Exportation et Développement Canada et l'Agence du revenu du Canada ont en place ont des lacunes, c'est certain. Mais il faut aussi savoir que le 8,5 milliards de dollars, il y a encore des prêts qui sont, on dirait, performants. Les entreprises sont en train de rembourser les montants. Je suis préoccupée par le fait qu'il y a 3,5 milliards de dollars qui ont été donnés à des entreprises qui n'étaient pas admissibles au programme. Un peu de recouvrement a débuté, mais Exportation et Développement Canada ne sont pas d'accord avec une de nos recommandations, qui est d'identifier toutes les entreprises qui ne sont pas éligibles et de faire le recouvrement de ces fonds-là. Donc, ces entreprises-là qui n'étaient pas admissibles, en principe, devraient rembourser la totalité, donc. Mais oui, je m'attendrais que si un organisme reçoit de l'argent du gouvernement fédéral quand ils ne sont pas admissibles à le recevoir, que le gouvernement va le recouvrir en entier. S'ils veulent prendre une autre approche, qu'il soit juste transparent avec les contribuables du pourquoi. Oui, parce que c'est l'argent des contribuables. Alors, par ailleurs, vous parlez aussi de la validation de l'identité en ligne pour les services offerts aux citoyens en ligne, donc, et vous dénoncez le fait qu'il n'y a pas de concertation nationale pour la mise en place. Comment ça se fait que ça n'existe pas encore, ça? Une approche nationale, c'est pas juste un système ou un outil technologique pour aider à accéder ou à valider l'identité en ligne. Ça inclut des politiques et des lignes directrices. Le Canada, auparavant, était vraiment au-delà de tous les pays du G7 quand ça venait à l'identité numérique. Mais en ce moment, on dégringole. On est à la traîne, vous dites. Oui, on est à la traîne, c'est certain, de tous les autres pays. Et c'est important pour s'assurer qu'il y a de la cohérence entre tous les systèmes, pas juste fédéral, mais avec les autres paliers du gouvernement et aussi avec le public. Avoir un accès sécurisé est essentiel d'avoir une bonne stratégie pour s'assurer des normes et des standards à travers le pays. Je voudrais qu'on parle également de la pension de la sécurité de la vieillesse, le fameux PSV, ce programme-là, parce que vous dites que vous ne savez pas, en fait, si ça répond adéquatement aux besoins de la population. Oui, le ministère Emploi et Développement social Canada, qui livre ce programme de la sécurité de la vieillesse, font des analyses sur les composantes du programme. Alors, il y a 3 niveaux. Il y a des paiements de base pour la sécurité de la vieillesse. Il y a la garantie, guaranteed income supplement, la garantie de revenus supplémentaires. Oui. Puis, une allocation au-delà. Ce que je m'attendrais, c'est que les paiements de base soient bien identifiés, analysés pour savoir s'ils répondent aux besoins financiers des personnes âgées en ce moment. Ils ne le sont pas? Bien, ils ne le savent pas. En ce moment, ils ajustent les paiements
par le prix de l'indice, mais ils ne savent pas si les âgés sont confrontés à une inflation qui est différente que la population en général. Et c'est cette analyse-là qui est de besoin. Là, ouais. Ils ont besoin d'un portrait global pour savoir si les programmes fédéraux comblent des lacunes et s'ils répondent vraiment aux besoins de revenus des âgés. Bon. Un mot également sur le programme Emploi-Été Canada. C'est intéressant. Vous dites qu'il présente des avantages, que par exemple les jeunes qui bénéficient de ce programme-là vont avoir de meilleurs revenus à long terme, mais qu'il y a quand même des catégories de citoyens qui échappent à ce programme, notamment les Autochtones ou les jeunes en situation de handicap. Alors pourquoi? Comment ça se fait? C'est un programme qui est vraiment... le gouvernement parle de ce programme-là comme un programme qui est créé des emplois. Et non seulement que ça devrait créer un emploi, mais que ça devrait aider des jeunes qui ont des obstacles à entrer dans le marché du travail. Mais ce qu'on a constaté, c'est que l'Emploi et Développement social Canada ne recueille pas les données pour savoir s'il y a des emplois qui sont créés. Et leurs cibles sont vraiment des cibles à travers le pays. Et un cible qui est aussi, qui est juste fondamental, comme ça, n'est pas ajusté à toutes les réalités de toutes les provinces et les territoires. Alors, on a émis des recommandations de mieux recueillir de l'information et d'ajuster leurs cibles. Parce que c'est clair que si un jeune participe dans le programme, leur possibilité de revenus dans le futur augmente. Mm-hmm. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement va suivre vos recommandations? Dans ce rapport-là, oui. On a travaillé avec Statistics Canada pour montrer au ministère que l'information existe, qu'ils ont juste besoin de mieux l'analyser. Alors, je suis encouragée qu'ils vont continuer à travailler avec Statistics Canada. Merci beaucoup, Mme Hogan. Moi, c'est moi qui te remercie. La semaine dernière, le gouvernement australien a passé une loi pour bannir les réseaux sociaux pour les jeunes de 16 ans et moins. 77 des citoyens en Australie étaient en faveur, donc c'est une loi très populaire. Désormais, Instagram, TikTok, par exemple, doivent obligatoirement s'assurer que les enfants n'utiliseront plus leur site. On prévoit des amendes salées de plusieurs milliers de dollars. Est-ce que ça donne des idées à d'autres pays? Est-ce que le Canada, par exemple, devrait se doter d'une loi comme celle-là? Ça soulève bien des questions d'éthique et de droit notamment. Nous nous entretenons avec Pierre Trudel, professeur au Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal. Bonsoir, M. Trudel. Bonsoir. Alors, je vous demanderais quels sont les principaux arguments en faveur d'une loi comme celle-là? D'abord, il y a une littérature et beaucoup de données un peu partout dans le monde qui démontrent que la fréquentation des réseaux sociaux chez les personnes de moins de 16 ans peut engendrer un certain nombre de conséquences, une certaine détresse dans certains cas, de l'accoutumance, ça peut avoir des conséquences sur leur performance scolaire ou sur leur comportement. Alors, devant ce genre de préoccupations, effectivement, il y a beaucoup de pays, dans beaucoup de pays démocratiques, on a envisagé ou on a commencé à mettre en place des mesures pour limiter la fréquentation des réseaux sociaux. La loi australienne, évidemment, est l'une des plus complètes à ce jour et elle vise essentiellement à obliger les réseaux sociaux à s'assurer que les personnes qui ouvrent un compte ou qui fréquentent leur plateforme sont âgées de plus de 16 ans. Bon, mais évidemment, ça soulève beaucoup de questions parce que, d'abord, est-ce que c'est à l'État de légiférer là-dessus? Est-ce que ça appartient pas plutôt aux parents, aux éducateurs, aux professeurs, par exemple? Est-ce qu'on doit absolument avoir une loi? Ouais, c'est un argument que l'on entend très souvent. Évidemment, ce qu'on constate, c'est que les parents sont pas toujours les mieux équipés ou les mieux outillés pour s'assurer que leurs enfants fréquentent les réseaux sociaux de façon appropriée ou ne sont pas exposés à des types de comportements ou d'informations qui pourraient leur être préjudiciables. Or, les réseaux sociaux sont en beaucoup meilleure position pour effectuer justement cette limitation. Ils ont la possibilité de mettre en place les technologies qui leur permettraient ou qui feraient en sorte que seules les personnes âgées de plus de 16 ans
peuvent y accéder. C'est sûrement beaucoup plus facile de leur part que de s'attendre à exiger de tous et chacun des parents qu'ils se mettent à surveiller de façon presque quotidienne, d'heure en heure, ce que fait leur enfant, ce que font leurs enfants. Et donc, dans ce sens-là, c'est plus pratique et c'est beaucoup plus efficace de mettre le fardeau sur les réseaux sociaux, qui, il faut le dire, sont des entreprises qui génèrent des revenus considérables avec relativement peu de conditions. En fait, ils ont la part belle de tous les côtés. Oui. Alors, c'est pour ça que mettre sur le dos des parents le fardeau de contrôler des situations qui peuvent devenir abusives et qui sont sous le contrôle des réseaux sociaux, c'est en mettre beaucoup sur les épaules des individus. Oui, sauf qu'on est dans quelque chose de coercitif, on n'est pas dans l'éducation là quand même. Mais l'autre question qui se pose aussi, c'est comment faire respecter une loi comme celle-là, parce que ça peut être assez facile quand même de la contourner. Bon, d'abord, dans tous les pays, il y a des services où il y a des services qui sont disponibles ou qui sont réservés aux personnes de plus d'un certain âge, de plus de 18 ans ou de plus de 16 ans. On voit mal pourquoi il en serait autrement en ligne. Alors, autrement dit, ou bien, de deux choses l'une, ou bien c'est illégitime d'interdire ou de réserver à des personnes de plus de 16 ans l'accès à certains services. Alors là, ça doit être vrai aussi bien hors ligne qu'en ligne. Et si on pense que c'est nécessaire de réserver aux plus de 16 ans certains types de services, dont les réseaux sociaux, alors il faut prendre les moyens d'être cohérent, finalement. Alors, c'est un petit peu ça la logique derrière ce type de législation. Ou bien on pense que tout devrait être permis aux enfants, ou bien si on croit que ce n'est pas une bonne chose, il faut s'assurer qu'en ligne, on soit capable de mettre en place les limites qui prévalent en dehors d'Internet. Alors, est-ce qu'une loi comme ça serait souhaitable ici, par exemple? C'est déjà revendiqué pour certains types de contenus. Par exemple, il y a un projet de loi devant le Sénat qui exige que les sites à caractère érotiques ou pornographiques s'assurent de l'âge des personnes qui les fréquentent, ce qui n'est pas encore le cas actuellement, ce qui, encore une fois, montre à quel point il y a une certaine incohérence. C'est-à-dire, chez le dépanneur du coin, un jeune ne peut pas acheter une revue érotique, mais sur Internet, il peut accéder librement à tout contenu érotique. Alors, c'est ce type de cohérence qu'il s'agit de rétablir. Alors, au Canada, il y a ce projet de loi. Dans certaines provinces, il y a également des discussions. Par exemple, au Québec, il y a eu des propositions pour réserver aux personnes de plus de 16 ans l'accès à certains types de réseaux sociaux. En Europe également, il y a aussi des législations de cette nature qui ont commencé à être mises en place. Donc, vous pensez qu'on y viendra dans à peu près tout le monde occidental, disons? C'est-à-dire, la question qu'il faut se poser, c'est si on pense qu'il y a des services ou des environnements qui ne devraient pas être autorisés aux personnes de moins de 16 ans, on n'aura pas le choix de mettre en place ce qu'il faut pour s'assurer que seules les personnes de plus de 16 ans accèdent à certains types d'environnements, comme les réseaux sociaux. Merci, M. Trudel, d'avoir répondu à nos questions. C'était fort intéressant. C'est un grand plaisir. Une nouvelle avant de vous quitter. Le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, a annoncé ce matin que les autorités avaient repéré l'endroit où se trouvent probablement les restes de deux jeunes femmes autochtones disparues, Morgan Harris et Mercedes Myron. Il s'agit d'un dépotoir au nord de Winnipeg. Voici le premier ministre Kinew. Mais on a vu des signes qui nous encouragent. Alors j'espère que les familles prendre cette nouvelle dans une façon peut-être qui va leur donner un peu d'espoir, mais nous savons que c'est aussi un grand travail qui nous reste, mais il y a beaucoup de personnes exceptionnelles qui nous aident, et puis les travailleurs et travailleuses là sont vraiment impassionnés. J'ai partagé des mots avec eux, ils étaient juste comme ouais, allons-y, on y va. C'est vraiment un sens de moment important ce matin.
Voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 2 décembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Ici Catherine Lafrance, merci d'être des nôtres à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Bonne fin de soirée, à demain.